C'était il y a un an, au Groenland, un pan de montagne s'effondrait sous l'effet du réchauffement climatique. 25 millions de mètres cubes de roches et de glace tombaient dans une zone reculée et inhabitée. Mais les effets ont été ressentis dans le monde entier, nous apprennent aujourd'hui les scientifiques. La chute a provoqué un méga tsunami qui a fait vibrer la Terre pendant 9 jours. On en parle ce soir avec vous, Éric Larose, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, co-auteur de l'étude sur ce phénomène, paru hier dans la revue Science. Alors comment se fait-il que vous vous soyez rendu compte de ce méga tsunami? À quel moment vous avez pu le relier à l'effondrement d'une montagne au Groenland? Alors en fait, il y a eu 2 étapes. La première étape, ça a été que les sismographes qui captent les vibrations du sol partout autour de la Terre, ont détecté une vibration qui n'a pas été comprise par la plupart des scientifiques et puis en se coordonnant, on a fini par, analyser, ces vibrations, à les relocaliser et à voir que, elles provenaient, du Groenland à l'est du Groenland. Ensuite, on a analysé des images satellites, des images qui sont capturées régulièrement et qui nous ont permis de voir ce qui s'était passé avant, et en comparant avant et après l'éboulement, de localiser l'éboulement. Et on parle d'une montagne, quand on parle de 25 millions de mètres cubes, hein, il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit. C'est 15 fois le volume de la Tour Eiffel. C'est comme si le Mont Blanc, au-dessus de Chamonix, s'était effondré, avait perdu 200 mètres d'altitude. Donc c'est des volumes considérables qui ont disparu de la carte et Et qu'on c'est a la pu première fois que ça localiser comme arrive? ça par image satellite. C'est la première fois que ça arrive? Oui, pardon, j'avais pas entendu la question. Alors 25 millions de mètres cubes, c'est des choses qui arrivent, par exemple dans les Alpes, on va dire une fois par siècle. En gros, il y a des volumes aussi gros qui peuvent tomber. Donc ça, il faut se dire que ces volumes sont exceptionnels, mais c'est pas extrêmement rare. Malgré tout, ce qui est particulier dans cet événement-là, c'est qu'on a été capable de le détecter à un endroit qui est, particulièrement, peu habité, donc peu, connu, peu documenté. Et puis la vibration que ça a générée, ça, c'est vraiment exceptionnel. Lorsque la montagne s'est effondrée, parce qu'on parle bien de toute une montagne entière qui s'est effondrée, hein, le glissement de terrain a fini dans la mer, donc ça a créé un tsunami gigantesque. On parle de 100 à 200 mètres de haut, une vague de 200 à 200 mètres de haut. Et contrairement à la plupart des tsunamis qui se propagent en mer, ici, la vague a été piégée, elle a fait des allers-retours dans le fjord, hein, elle a fait des allers-retours toutes les 90 secondes, elle a été piégée. Et donc cette oscillation de la vague dans le fjord a fait vibrer la Terre, elle a tordu la croûte terrestre toutes les 90 secondes, et ça c'est une vibration qui s'est propagée partout autour de la Terre, et ça a duré 9 jours. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, le fait que ce tsunami soit euh, on va dire, emprisonné dans le fjord. Vous l'avez dit, les faits ont eu lieu dans une zone très reculée. Les dégâts semblent avoir été limités. On parle d'une base de recherche située sur l'île d'Ella qui a été endommagée. On imagine que les dégâts auraient pu être bien plus lourds si ça s'était passé ailleurs. Oui, évidemment. Alors, ben, les grands fjords, on en connaît par exemple en Norvège, hein, donc une problématique qui est bien connue. Imaginez une vague de 100 mètres de haut qui déferlerait dans les fjords en Norvège, ça raserait des villes entières. Donc évidemment, ça aurait des impacts. Et puis, il faut se rendre compte aussi que lorsqu'on est à 1000 mètres au Groenland, on est dans le même contexte climatique que lorsqu'on est entre 3 et 4000 mètres dans les Alpes. Donc, il pourrait se passer des choses équivalentes dans les Alpes. Alors, l'effondrement de la montagne ne va pas créer un tsunami dans les Alpes. Il y a un certain nombre de barrages, de lacs qui pourraient être impactés, mais le volume équivalent pourrait s'effondrer. En Himalaya, on serait au-dessus de 5000 mètres d'altitude, et on sait très bien qu'en Himalaya aussi, il y a énormément de montagnes qui sont au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Donc, ces volumes-là, ils sont particulièrement exceptionnels. Néanmoins, une catastrophe équivalente est envisageable, peut-être une fois par siècle dans les Alpes, par exemple, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Tout ça, on le sait, c'est à cause du réchauffement climatique, ces pans de montagne et ces montagnes qui s'effondrent. Est-ce qu'on a encore les moyens d'inverser la tendance ou bien c'est déjà trop tard, notamment pour les montagnes de l'Arctique? Alors pour le changement climatique, pour l'évolution de la température, pour les 50 ans qui viennent, on peut dire que c'est trop tard. Puisque les 50 ans qui viennent dépendent en fait du carbone, du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère aujourd'hui. Et par contre, effectivement, on peut ralentir ces effets au-delà de 50 ans. Donc oui, on peut agir évidemment pour non pas que, on va dire que ces catastrophes soient moins importantes,
pour le siècle qui vient et ça va concerner, nos enfants et nos petits-enfants. Donc On a, oui, on peut encore agir pour eux. on a les moyens de les anticiper, ces chutes? Malheureusement non. Aujourd'hui, on ne sait pas prévoir ces grands éboulements. C'est un vrai domaine de recherche. On est assez démunis. C'est un domaine de recherche qui est très actif. On travaille aussi beaucoup sur les glaciers, la prévision des risques glaciaires, puisque vous savez que dans les Alpes, comme en Himalaya, comme en Amérique du Sud, les glaciers disparaissent, ils fondent, et ça peut générer des vidanges de lacs. Donc, c'est pas des tsunamis, mais c'est des laves torrentielles, et ça, on sait bien que ça fait des victimes. Et là, on est vraiment en train de mieux comprendre et de mieux les surveiller. C'est une activité de recherche qui est très active aujourd'hui. Éric Larose, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes Merci. sur l'antenne de France 24. Merci à vous. On poursuit avec l'actualité aux États-Unis. Les salariés de